problème, le rendement d'un produit qui, pour moi, est plus risqué que d'autres produits équivalents. Donc tu claques 1000 balles, t'as que 900 balles en fait en réalité d'investi, donc ça c'est complètement fou. Prenez 2 investisseurs en SCPI. Même période, même marché, 3 ans plus tard, l'un parle de cauchemar, l'autre continue tranquillement de toucher ses loyers. Non, ce n'est pas une question de chance. Depuis 3 ans, certaines SCPI ont fortement baissé. Dans le même temps, d'autres ont augmenté leur prix de part. En 2025, 14 SCPI à capital variable ont baissé leur prix de souscription, tandis que 17 l'ont augmenté d'après les chiffres de l'ASPIM IEIF. Autrement dit, certaines SCPI ont souffert de la crise immobilière, d'autres en ont profité. Et ce qui fait encore plus la différence, c'est la sélection, le montage et l'horizon. Aujourd'hui, on remet les pendules à l'heure. Dans cette vidéo, je décortique les 7 principales critiques qu'on entend contre les SCPI et je vous montre dans quel cas elles sont vraies, fausses ou tout simplement mal comprises. Les frais de souscription sont trop élevés. Les frais de souscription peuvent aller jusqu'à 12% TTC sur certaines SCPI comme Wimowan ou Épargne-Pierre Europe. La réaction est souvent immédiate. Avec autant de frais, ça ne peut pas être rentable. Pris comme ça, c'est vrai que ça choque. Parce qu'au départ, l'investisseur a l'impression qu'une partie de son argent disparaît. Alors prenons un exemple concret avec la SCPI Quorum Origin. La SCPI affiche aujourd'hui 11,96% TTC de frais de souscription. Donc si vous investissez 100 000 €, cela représente 11 960 € de frais de souscription. Visuellement, vous avez l'impression que donc seuls 88 040 € travaillent vraiment. Mais il y a un point clé à comprendre. Le rendement distribué par une SCPI est calculé sur la valeur de la part, pas sur un montant net de frais. Quorum Origin a affiché 6,5% de taux de distribution en 2025. Donc si vous aviez investi 100 000 € dessus, vous aurez perçu 6,5% sur vos 100 000 €, soit 6 500 € distribués sur la base des parts détenues, et non 6,5% de 88 040 €. Et ça change complètement la lecture. L'impact des frais de souscription ne se ressent finalement qu'à la sortie, une fois que vous revendrez vos parts de SCPI. Et donc, leur poids réel dépend surtout de la durée de détention. Et c'est là qu'il faut prendre du recul. 10% de frais amortis sur 3 ans, c'est énorme. 10% de frais amortis sur 20 ans, qui est la durée de détention moyenne des SCPI, c'est beaucoup plus supportable. C'est ainsi que net de tout frais, la SCPI, justement Quorum Origin, a délivré 6,94 de taux de rendement interne depuis sa création en 2012. Donc c'est presque 7% de performance par an pour un placement résilient, diversifié et très peu volatile puisque non soumis à la volatilité des marchés boursiers par exemple. Quel autre placement avec autant de régularité vous aurez versé 7% par an sur cette période? Quasiment aucun. Autre point très important à comprendre, ces frais de souscription ne vont pas intégralement à la société de gestion. Ils servent aussi à rémunérer la collecte et selon les cas, la distribution, c'est-à-dire le courtier ou le conseiller en gestion de patrimoine qui vous accompagne. Prenons un exemple très simple. Sur un investissement de 100 000 €, il peut y avoir par exemple 10 000 € de frais de souscription, environ 5 000 € va servir à rémunérer la société de gestion et 5 000 € la distribution, donc votre courtier en SCPI ou votre conseiller en gestion de patrimoine. Chez S'Investir Conseil, mon cabinet d'accompagnement patrimonial, nous avons fait un choix simple, vous restituer une partie des frais de souscription sous forme de cashback dès que c'est possible. Résultat, votre rendement net augmente immédiatement. Pour vous donner un exemple, nous pouvons vous reverser jusqu'à 3 000 € pour 100 000 € investis. Et si vous êtes allergique aux frais de souscription, eh bien nous proposons aussi des SCPI sans frais de souscription. Il en existe aujourd'hui 9 sur le marché. Concrètement, il n'y a pas de commission à l'achat. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de frais du tout. La société de gestion va se rémunérer simplement autrement. Souvent davantage dans la gestion dans le temps. Le vrai sujet n'est donc pas seulement de savoir s'il y a des frais ou non. Le vrai sujet, c'est de comprendre comment ces frais impactent réellement la rentabilité. Il faudra en fait toujours préférer une SCPI avec des frais de souscription à 12%, mais très bien gérée qui va vous délivrer un taux de rendement interne bien supérieur qu'une SCPI mal gérée, mais sans frais de souscription. Ce qui compte, c'est la performance globale, nette de tout frais, sur la durée. C'est ce qu'on appelle justement le TRI, le taux de rendement interne. C'est le seul paramètre de comparaison globale de performance. Je paye, mais je ne touche rien pendant plusieurs mois. Alors oui, c'est vrai, c'est ce qu'on appelle le délai de jouissance. Et c'est complètement normal. Une SCPI, c'est de l'immobilier.
Et donc, on retrouve naturellement le fonctionnement de l'immobilier. En bourse, votre argent peut être investi quasiment immédiatement, mais quand vous souhaitez investir en immobilier, vous n'avez pas des loyers qui tombent dès le lendemain de votre investissement. Il faut d'abord trouver le bien, le négocier, signer, faire des travaux éventuellement, trouver un locataire, puis le mettre en location, etc., etc. Et enfin, toucher vos premiers loyers. Pour une SCPI, c'est pareil. La société de gestion va collecter votre argent, puis doit sélectionner des actifs immobiliers rentables, les acquérir pour enfin mettre au travail ce nouvel argent. Et donc la SCPI ne peut pas vous rémunérer tout de suite. Et c'est exactement pour cela que le délai de jouissance sur les SCPI existe. D'ailleurs, tout est annoncé en avance. Vous savez exactement quand est-ce que vous toucherez vos premiers revenus de votre SCPI. En général, c'est 3 à 6 mois. Donc non, ce délai n'est pas une anomalie, c'est simplement le temps normal de mise en place d'un investissement immobilier. Les sociétés de gestion se rémunèrent trop. Alors déjà, il faudrait préciser de quoi on parle. Ici, on va parler peut-être des frais de gestion annuels prélevés sur les loyers encaissés par la SCPI. Autrement dit, sur les revenus générés par le patrimoine. Alors comprenez bien qu'une SCPI gère tout à votre place. Les acquisitions, les travaux, les arbitrages, la comptabilité, toute la gestion locative, toute la gestion du parc, toute la mécanique réglementaire. Et ça, évidemment, ça a un coût. D'ailleurs, même en immobilier direct, dès lors que vous déléguez la gestion, il y a aussi un coût. Donc ça peut être une conciergerie, une agence, ne serait-ce qu'un studio. En immobilier, ça peut prendre beaucoup de temps. Côté SCPI, tout est délégué et donc forcément, il y a des frais de gestion. Et vous avez compris qu'il existe 2 grands modèles. Donc certaines SCPI sont sans frais de souscription. Elles vont donc se rémunérer en général davantage sur la gestion courante, parfois mettre plus de frais sur les acquisitions. Par exemple, la SCPI Remake Live, une SCPI sans frais de souscription, applique une commission de gestion de 15% hors taxe sur les produits locatifs encaissés, donc sur les loyers. De l'autre côté, Wimo One affiche une commission de gestion de 11% hors taxe, mais elle a des frais de souscription à 10% hors taxe. Encore une fois, les rendements communiqués et délivrés aux associés sont déjà nets de ces frais de gestion. Exemple, en 2025, donc Remake Live a distribué 7,05% de taux de distribution, c'est net de frais de gestion. C'est une fois les frais de gestion pris. Wimo One, en 2025, a distribué 15,27%. C'est encore une fois net de frais de gestion. Donc la vraie question n'est pas combien ça coûte, la vraie question c'est est-ce que cette gestion crée assez de valeur pour justifier ce coût? Et c'est justement là que beaucoup d'investisseurs se trompent dans leur analyse. Le rendement est décevant. Déjà, beaucoup d'investisseurs regardent uniquement le taux de distribution. Or, le taux de distribution, ce n'est pas la performance totale. La vraie performance d'une SCPI, ce sont les revenus distribués plus l'évolution du prix de la part. C'est exactement la logique de la performance globale annuelle, la PGA, que l'ASPIM impose désormais de communiquer avec le taux de distribution. Alors, prenons 2 cas très simples. Une SCPI peut distribuer 6% sur l'année, mais si son prix de part baisse de 8%, la performance globale est négative à moins de 2%. A l'inverse, une autre SCPI peut distribuer 5%, mais si son prix de part progresse de plus 3%, la performance réelle globale est meilleure qu'il n'y paraît à plus 8%. Donc non, regarder seulement le taux de distribution ne suffit pas. Et c'est précisément là que le débat devient intéressant. Parce que oui, ces dernières années, certaines SCPI ont vu leur prix de part baisser, mais en parallèle, d'autres ont fait exactement le contraire. En 2025, 14 SCPI à capital variable ont baissé leur prix de souscription, tandis que 17 l'ont augmenté. Évidemment, les médias se concentrent sur ce qui va mal, sur le négatif. Et on a entendu, évidemment, que le modèle SCPI était terminé à cause de ces SCPI qui ont énormément baissé pour certaines. En 2025, la performance globale moyenne des SCPI a été de plus 1,46% sur l'année. La performance des SCPI à prépondérance bureau a été proche de 0. Les SCPI diversifiées, elles, ont affiché la performance la plus élevée, plus 6,3% sur l'année. Donc le marché n'est pas bon ou mauvais, il est dispersé. Et c'est pour ça que juger les SCPI comme un bloc n'a aucun sens. La fiscalité des SCPI est confiscatoire. Là, il faut être réaliste. Dans certains cas, c'est vrai. Si vous achetez une part de SCPI en direct et que vous êtes déjà fortement imposé, oui, la fiscalité peut faire très mal. Pourquoi ? Parce que dans ce cas, on est dans la logique classique du revenu foncier. Impôt sur le revenu au barème, plus 17,2% de prélèvements sociaux. Donc si vous êtes déjà imposé à une tranche marginale de 30%,
ça portera la fiscalité de vos loyers des SCPI à 47,2% et ça peut monter jusqu'à 62,2% de fiscalité si vous êtes à une tranche marginale 45%. Donc là, c'est vraiment punitif et vraiment, ça ne vaut pas le coup d'investir en SCPI dans ce cas précis parce que votre rendement est détruit. 6% deviennent 2,27%. Donc oui, sur une SCPI française détenue en direct, la critique tient complètement. Mais l'erreur, c'est de croire que cette logique vaut pour toutes les SCPI. Déjà, toutes les SCPI n'investissent pas au même endroit. Et surtout, elles ne se lisent pas toutes de la même façon sur le plan fiscal. Par exemple, dès qu'une SCPI investit une part importante de son patrimoine à l'étranger, on ne peut plus raisonner pareil. Pourquoi ? Parce que les revenus venant de l'étranger échappent alors aux prélèvements sociaux. C'est donc déjà 17,2% d'impôts en moins. Mais aussi parce qu'une partie de l'impôt est déjà payée dans le pays où se situe l'immeuble et des conventions fiscales évitent alors la double imposition. Il ne restera qu'un rattrapage avec, selon les cas, un crédit d'impôt ou une logique de taux effectif. Et ça change tout niveau fiscalité. Et encore, il est possible d'aller plus loin pour optimiser. Démembrement de SCPI, SCPI en assurance vie, SCPI à crédit ou encore SCPI en société, avec notamment l'usufruit de SCPI en société à l'IS qui permet d'aller chercher des taux de rendement interne parfois supérieurs à 10%. La transmission de patrimoine aussi peut être très optimisée avec des SCPI bien plus facilitées qu'avec de l'immobilier physique. Et au fond, ça nous ramène toujours à la même idée. Le problème, ce n'est pas la SCPI en soi. Le problème, c'est la mauvaise SCPI dans la mauvaise enveloppe avec le mauvais montage fiscal. À l'inverse, une SCPI bien choisie, bien logée, dans une stratégie patrimoniale cohérente, peut complètement changer la donne. Je vais rester bloqué. Alors sur ce point, il faut être honnête également. Les SCPI restent un placement immobilier, donc un placement peu liquide. Ce n'est pas un ETF ou une action en bourse, évidemment. Mais là, il faut aussi nuancer sur les SCPI les plus solides et les plus échangés. Les délais de revente se situent généralement autour de quelques jours, parfois quelques semaines. Mais on est loin de l'immobilier physique où une vente peut prendre plusieurs mois. En revanche, il ne faut pas non plus occulter la réalité du marché SCPI. Fin 2025, près de 3 milliards d'euros de parts étaient encore en attente de retrait. Et ce chiffre est trompeur si on le prend en bloc, encore une fois, parce que les 3/4 de cette file d'attente sont concentrés sur une quinzaine de SCPI seulement, très majoritairement investis dans des bureaux et gérés par seulement 7 sociétés de gestion. Autrement dit, le problème de liquidité n'est pas du tout généralisé. Il touche avant tout les SCPI les plus exposés au marché du bureau, les mêmes qui ont été durement frappés ces dernières années. En assurance vie, c'est encore différent au niveau de la liquidité. Vous ne revendez pas directement vos parts, vous faites un rachat ou un arbitrage et c'est l'assureur qui gère la liquidité derrière. Ça simplifie les choses, mais ça ne les rend pas garanties pour autant. Parce qu'il faut être lucide aussi, cette liquidité dépend des conditions du marché et des règles du contrat de votre assurance vie. Certains assureurs peuvent encadrer, voire limiter temporairement les rachats sur les supports immobiliers. C'est rare, mais ça existe. D'ailleurs, il peut aussi y avoir des pénalités de retrait si vous retirez trop tôt, en général sur les 5 premières années. La vraie erreur, ce n'est donc pas d'investir en SCPI, c'est d'y investir avec un horizon trop court. Les SCPI sont faites pour du long terme. Si vous investissez pour 3 ou 4 ans, vous prenez un risque inutile. Et comme tout investissement, les SCPI fonctionnent très bien, mais à condition d'être utilisés dans le bon cadre. Pourquoi aller sur des SCPI alors qu'en bourse, j'ai une bien meilleure performance ? Alors c'est une mauvaise comparaison. Les ETF et les SCPI ne jouent tout simplement pas le même rôle dans un portefeuille. Les ETF, c'est de la performance très long terme, avec de la volatilité due au marché. Moins 10%, moins 20%, parfois moins 30% certaines années. Ça, c'est normal en bourse. C'est une succession de hausses et de baisses. Mais il faut surtout garder en tête qu'un ETF n'est pas un actif de rendement immédiat. Son objectif, c'est de faire croître votre capital dans le temps, pas de vous générer des revenus aujourd'hui. Les SCPI, c'est un petit peu l'inverse. Vous êtes sur un actif de rendement, des loyers potentiels versés mensuellement ou trimestriellement sans la volatilité des marchés financiers. On n'est pas sur des montagnes russes. On est sur un flux de revenus beaucoup plus stable, beaucoup plus lisible, beaucoup plus prévisible. La vraie question, c'est quel est votre objectif ? Si vous cherchez à faire grossir votre capital le plus possible sur le long terme, alors les ETF peuvent être tout à fait pertinents. Si vous cherchez des revenus complémentaires et un portefeuille stable, alors les SCPI sont plus adaptés. Et j'irai même plus loin. Un bon portefeuille n'a pas à choisir entre les deux. Il combine les deux. Parce que la clé, ce n'est pas de courir après la performance maximale. La clé, c'est de construire un portefeuille cohérent, diversifié, résilient
capable de surmonter toutes les phases économiques et de vous aider à dormir très sereinement la nuit. Personnellement, je détiens au final presque autant en montant de SCPI, notamment en société, que d'ETF, alors même que je suis un ETF convaincu. Parce que bien utilisés, les SCPI ont de vrais atouts. Simplicité, l'investisseur ne gère ni les locataires, ni les travaux, ni les impayés. Mutualisation massive, une seule SCPI peut détenir des dizaines, parfois des centaines de biens immobiliers avec des centaines de locataires. Accès à de l'immobilier professionnel, chose que les particuliers ne pourront jamais avoir seuls. Des bureaux, de la logistique, des commerces, et puis diversification, à la fois sur les secteurs d'activité, mais aussi avec les pays, avec de l'immobilier donc un peu partout en Europe, parfois même aux États-Unis, au Canada ou au Royaume-Uni, comme on voit parfois sur certaines SCPI. Puis la SCPI n'est pas un produit sorti de nulle part. Ce véhicule existe en France depuis les années 70. Il a fait ses preuves. Aujourd'hui, les SCPI représentent 89 milliards d'euros de capitalisation pour plus d'1 million d'épargnants. Les performances ont toujours été très dépendantes de la sélection et de la stratégie, mais en moyenne, quand on regarde leur TRI historique, les SCPI ont délivré 7,9% de performance annualisée sur 40 ans entre 1984 et 2024. Le vrai sujet, c'est donc de savoir qui doit investir en SCPI, comment et avec quelle stratégie. Et c'est exactement pour ça qu'on a créé S'Investir Conseil. Si vous souhaitez investir en SCPI, notre cabinet S'Investir Conseil vous met à disposition une sélection exigeante des meilleures opportunités du marché, un montage sur mesure, achat comptant, achat à crédit, démembrement, en société, etc. Une optimisation fiscale et financière dès le départ pour éviter de gros coûts à l'avenir, un suivi dans le temps avec des ajustements si nécessaire. L'idée, donc vous construire une stratégie patrimoniale cohérente adapté à chaque situation. Et dans certains cas, on peut même vous restituer jusqu'à 3% de cashback sur les frais de souscription quand c'est possible pour augmenter immédiatement votre retour sur investissement. Alors si vous voulez voir ce que ça donne concrètement dans votre situation, on vous propose un premier échange avec notre équipe, gratuit, sans engagement. Donc cliquez sur le premier lien en description pour réserver votre appel. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous comprenez mieux le produit SCPI. C'était Mathieu, fondateur de S'Investir, et on se dit à la prochaine. Si vous souhaitez découvrir un peu plus notre sélection des meilleurs SCPI, j'ai fait une vidéo sur les meilleurs SCPI du marché actuellement. Cliquez ici pour y accéder.